allez nous parler cette fois de transformation numérique des métiers, dont on a pu voir le meilleur, et puis le pire aussi pendant le confinement, et puis qu'on voit au fil des années. Alors c'est toute l'ambivalence du monde numérique qui nous relie entre nous, et puis qui nous enchaîne à notre smartphone, et puis qui relie les idées entre elles. Je pense à ça parce que quand j'ai regardé la définition dans mon petit dictionnaire avant-hier, j'ai vu qu'il y avait aussi lien hypertexte. Donc les liens hypertextes, ça relie les idées entre elles, et puis avec les réseaux sociaux, ça nous enferme dans nos bulles de conviction. Donc voilà, j'imagine que c'est un des enjeux de la transformation numérique des métiers. Voilà, c'était ma petite contribution philosophique de très bas de gamme. Vous allez monter en gamme avec Julie Soustre. Même punition, même motif qu'hier, 45 minutes, enfin plutôt 35. Ouais, je pense qu'il n'y aura pas trop de questions, ils ne sont pas bien réveillés. Vous faites ce que vous voulez. C'est bon, il y aura des questions, je les ai réveillées. 35 on dit, c'est ça? Non, allez-y sur 45. Oh, puis vous faites comme vous voulez. Vive l'anarchie. De toute façon, je sais qu'on m'enverra des SMS. Non, mais par contre, il faut vraiment qu'on ait fini à 11h pour... Donc, voilà, vous voyez si vous avez des questions ou pas. Ok. Donc bonjour, merci aux courageux qui se sont et aux courageuses évidemment qui se sont levés ce matin. Du coup là, ça ressemble beaucoup à ce que je connais aux amphis du vendredi matin. Les têtes, je les reconnais. Par contre, je vous remercie parce que vous avez eu la courtoisie de m'inviter à votre soirée, ce qui m'arrive jamais habituellement en fait. Donc du coup, je comprends un peu mieux vos têtes. Donc merci beaucoup. Alors ce matin, je suis venue vous parler du numérique, peut-être pour revenir aussi sur l'historique de cette intervention. Certains avaient peut-être vu passer le programme en amont, il y a longtemps, quand ça devait être en juin, et c'était pas mon nom qui figurait sur la thématique, c'était Barbara Stiegler qui devait venir vous parler. Et alors ce que vous savez peut-être pas, ça va rester en off, tout ça, c'est qu'en fait, moi j'étais super contente parce que Barbara Stiegler, ça a été mon professeur en fait. À l'université de Bordeaux, et ça a été aussi ma directrice de mémoire. Donc non seulement c'était mon professeur, mais je l'aimais beaucoup, et donc je l'avais choisie comme directrice de mémoire. Donc je lui ai envoyé un mail en disant je suis trop contente, voilà, on va peut-être se retrouver à Ajaccio. Et puis le lendemain, elle a appelé la FNADEPA en disant j'annule. Après bon voilà, vous en comprendrez ce que vous voulez. Et donc on m'a dit est-ce que tu voudrais pas remplacer Barbara Stiegler? Donc je plaisante évidemment sur les motifs de l'annulation, enfin en tout cas j'espère. Mais tout ça pour vous dire que je la connais un petit peu. En tout cas, je l'ai fréquentée dans mes études, et je sais que je vais pas parler du même endroit parce que Barbara Stiegler, c'est quelqu'un qui a l'honnêteté intellectuelle de parler du numérique depuis une certaine déconnexion. Elle est pas très très connectée, et donc elle peut déjà elle résiste beaucoup, alors que vous savez, puisque vous m'avez certains d'entre vous vu au 35e congrès, que moi je ne résiste pas tant que ça, puisque moi aussi je fais des conférences en numérique. Donc je vais parler moi depuis un certain rapport à la connexion. J'ai grandi avec le numérique. J'ai eu la chance, moi, de grandir dans un foyer dans lequel on avait un Atari ST. Donc peut-être vous connaissez pas, mais c'était un ordinateur. C'était la pointe de la technologie quand j'étais petite, parce qu'en plus c'était en couleur, quoi. On pouvait le brancher grâce à une prise Péritel sur la télé, et donc j'avais un ordi couleur auquel on pouvait faire des jeux. Bon, c'était tout pixelisé, on voyait pas du tout les bonhommes, mais sur le principe c'était super chouette. Donc j'aime bien la technologie. Et après j'ai fait mes études, pas mes études, j'ai commencé ma carrière scolaire dans une petite classe à la campagne. Moi je viens d'un village de 30 habitants, donc classe unique. Pendant 6 ans j'ai eu le même enseignant, et dans cette classe unique, mon enseignant avait lu Freinet et Montessori, et nous avions un ordinateur, un Thomson, je cite toutes les marques, et c'était un truc super. Et j'ai découvert du coup l'apprentissage des tables de multiplication avec la bataille navale. Alors la bataille navale, c'était un petit sous-marin qui tirait un missile et qui coulait votre navire. Et donc il fallait avoir répondu avant que le navire ait coulé. Et là, du coup, j'ai découvert des petits enfants qui faisaient pipi à l'ordinateur de peur que leur bateau soit coulé avant que le sous-marin arrive, parce que notre enseignant qui avait lu Freinet et Montessori, si vous répondiez mal et que vous aviez des mauvaises notes, après vous savez, il prenait par les petits cheveux et il vous envoyait la tête contre le tableau. Je sais plus quel chapitre c'était de Freinet et Montessori.
Enfin, rassurez-vous, il a été puni, il a reçu les palmes académiques. Mais voilà, ça c'était une autre histoire de l'éducation. Et du coup, c'est pour vous dire, je pense que j'ai du trauma par rapport au numérique quand même. Et donc j'ai à la fois une fascination parce que j'ai grandi avec, c'était très chouette, et en même temps un peu la trouille parce que j'ai peur que si je l'utilise mal, après vous me preniez par les petits cheveux et que vous m'envoyez la tête contre le tableau. Donc je suis vraiment dans ce double le rapport-là. Donc j'avais très envie de traiter la question du numérique. J'espère que je la traiterai correctement parce que je suis prise dans mes ambivalences, en fait, contrairement à Barbara Stiegler, qui aurait été plus éloignée sûrement de ces questions-là. Comme hier, un petit peu d'introduction et de définition. Je suis allée chercher 2 définitions. La première, c'était celle de numérique, donc qui relève des nombres, qui se fait avec des nombres et représenté par des nombres. Et là, je me suis demandé à un philosophe de parler du numérique. On voit tout de suite que ça va être compliqué quand même, parce que les nombres, j'y connais pas grand-chose. Qui est évalué ou se traduit en nombre, en quantité, se dit de la représentation d'informations ou de grandeur physique au moyen de caractères, tels que des chiffres, au moyen de signaux de valeur discrète. Alors déjà, moi, j'ai rien compris. Et ensuite se dit des systèmes, dispositifs ou procédés employant ce mode de représentation discrète par opposition à l'analogique. Là, du coup, ça m'a un peu mieux parlé. En fait, au lieu que ce soit le numérique, ça fonctionne pas comme l'analogique. Et peut-être c'est là qu'on va voir, c'est une reproduction. Mais peut-être on perd en qualité. C'est une reproduction quantitative, mais comme le vinyle, quoi. Les puristes de la musique préfèrent les vinyles parce que le vinyle c'est une analogie en fait du son, ça reproduit le son à l'identique, alors que le numérique le numérise, donc permet de le diffuser davantage. Donc ça sera peut-être un des enjeux. Et le deuxième mot, au début il m'avait pas interpellé, puis après je me suis dit quand même révolution, ça voudrait dire que révolution ce serait positif, parce que révolution ou déshumanisation, puis après je me suis dit les révolutions en France, est-ce que c'était complètement positif? Donc, est-ce que la question, c'est le numérique, est-ce qu'on finira par vous couper la tête avec, ou est-ce que c'est déshumanisant? C'est ça la question. Donc, c'est quoi la révolution? Alors, quand même, il y a une dimension physique de la révolution. Mouvement d'un objet autour d'un point central, d'un axe, le ramenant périodiquement au même point. La révolution, c'est le fait de... C'est une dimension cyclique. Est-ce que, du coup, le numérique va nous ramener au même point et à quel point? Ou alors ça peut être, à l'inverse, un changement brusque et violent dans la structure politique et sociale d'un État qui se produit quand un groupe se révolte contre les autorités en place et prend le pouvoir. Changement brusque d'ordre économique, moral, culturel qui se produit dans une société. Ou agitation soudaine et passagère provoquée dans le public par un fait inhabituel. Peut-être, je ne sais pas si c'est possible, parce que du coup je vais être très speed ce matin, parce que je me suis rendu compte que j'avais prévu beaucoup trop de diapos. Je ne sais pas si c'est possible de transmettre après ultérieurement le support pour que du coup vous puissiez avoir tout ça et que vous puissiez le méditer chez vous après. En tout cas, ce que ça m'a évoqué moi tout ça, la réponse est oui. La réponse est oui, je vous remercie. C'est que du coup, il va être question quand même dans le numérique d'un rapport au temps. C'était une question d'hier. Voilà, est-ce que le numérique permet la continuité? Est-ce que le numérique permet quelque chose de cyclique? Est-ce que le numérique c'est une question d'avenir? Enfin, voilà, est-ce que c'est un changement brusque ou est-ce qu'au contraire c'est une dimension progressive? Et du coup, je suis partie sur l'idée que d'abord, dans un premier temps, c'est ce qu'on en fait souvent, le numérique, une révolution, un prolongement de la révolution industrielle, c'est ce qu'on dit souvent. Premier niveau d'industrialisation, le niveau mécanique, deuxième électrique, troisième électronique, et enfin quatrième, donc l'industrialisation 4.0, le cybersystème. Et donc souvent on dit voilà, c'est une dimension technique, et du coup comme toutes les techniques, il faut leur poser un cadre, et notamment un cadre au niveau des usages. Donc c'est le premier temps, la dimension de la révolution industrielle du numérique. Donc là, je suis allée chercher mon dico de philo qui me dit la technique, c'est quoi? C'est un ensemble d'instruments, outils, machines, logiciels et de savoir-faire permettant d'obtenir un certain résultat. Les techniques constituent un élément essentiel du progrès, aussi bien pour l'individu que pour la société. Elles n'en ont pas moins leur danger, mais elles valent mieux, presque toutes, presque toujours, que leur contraire, qui est soumission aveugle à la nature. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que les techniques, c'est un truc qui nous permet de faire mieux, de faire plus loin, de faire davantage que ce qu'on pourrait faire sans les techniques. Ça a un effet négatif, c'est important de le dire, parce que je pense qu'il y a eu, par exemple, sur la question de la vaccination, peut-être un problème de communication sur ce point-là. Oui, le vaccin a un effet secondaire, a des effets secondaires, comme toutes les techniques, en fait, comme tous les vaccins, comme tous les médicaments, même le Doliprane que certains ont pris ce matin. Donc,
Du coup, oui, le numérique a des effets négatifs, néfastes, mais André Comte-Sponville nous dit c'est des effets néfastes qui sont inférieurs aux gains obtenus. Oui, le vaccin peut tuer quelques personnes, mais par rapport à ce que représenterait l'épidémie, en fait, c'est moindre, et donc ça vaut le coup de courir ce risque-là. Donc le numérique rentre dans cette logique. Oui, il y a des effets négatifs. Oui, il y a des côtés pas cool du numérique, mais ce serait censé nous apporter davantage de choses. Qu'est-ce que ça apporte comme davantage de choses ? Déjà, ça apporte davantage de quantité de savoir, parce que on réussit à stocker un certain nombre de données. J'en ai parlé hier dans des silos. Alors, peut-être vous avez vu des silos à grains. Il faut imaginer la même chose, c'est des silos de données. Donc il y a les silos de données bancaires, les silos de données médicales, de données sociales, etc. Et donc on stocke tout ça. Et donc on a sous le coude, dans ce truc merveilleux qu'on appelle un téléphone portable, un accès à la culture et au savoir illimité et instantané. Ce qui est quand même une sacrée révolution, parce que moi quand je prépare des conférences, je suis devenue feignante, évidemment, l'accès à la culture, ça m'a facilité la vie quand même, parce que je continue à lire des livres quand même. Mais un livre, ça prend du temps pour obtenir l'information qu'on voulait. Et puis des fois, on est déçu, on n'a pas trouvé ce qu'on voulait. Sur Internet, je tape ma demande et j'ai une somme de propositions très chouettes. Donc ça a accru mon accès au savoir. C'est plus rapide, j'ai plus de réponses. Voilà, donc ça, c'est très chouette. Et dans le monde médical, par exemple, quand on est médecin, ça permet de mutualiser des savoirs et donc d'avoir accès à une somme de savoirs qu'on n'avait pas avant. Deuxième point important, ça permet donc l'externalisation, c'est-à-dire que ça permet de sortir de soi pour stocker à l'extérieur un certain nombre de données, un certain nombre de connaissances, et ça va permettre le partage. L'objectif du numérique, c'est ça, c'est de partager et donc de créer la continuité. Partager des infos, ça s'inscrit dans quelque chose qu'on appelle l'ère de l'Anthropocène. Peut-être vous en avez entendu parler, l'Anthropocène. Donc ce serait une ère géologique nouvelle qu'on fait débuter justement au moment de la révolution industrielle, dans laquelle on dit, à partir de ce moment-là, l'être humain devient, c'est ce que dit Descola, devient en fait une force d'évolution sur Terre. C'est-à-dire que l'être humain a tellement d'impact sur la nature, etc., qu'il permet de l'évolution géologique finalement du système. Et donc dans cette logique-là, dans l'ère de l'Anthropocène, on considère la nature comme une grande surface, le supermarché de l'énergie, quoi. Si vous regardez les pubs, c'est Areva qui avait fait une pub super comme ça, là, où on vous montre comment est-ce qu'on va puiser en fait un peu tout ce qu'on veut, toutes les ressources dans la nature, et on puise aussi grâce au Google Glass par exemple des données sur la nature qui parlent, quoi. Et donc c'est super chouette, on a plein de données, on a plein de savoirs. Ça nous permet aussi, en termes d'accompagnement, des trucs très chouettes qu'on ne savait pas faire avant. Notamment, hier on a parlé des robots. J'ai découvert il y a 1 ou 2 ans maintenant, un truc qui est chouette, qui s'appelle Robotisme, donc qui est mené par Sophie Saka sur Paris. Elle travaille avec des robots, je vous ai mis là, Nao, peut-être vous l'avez vu, parce qu'il fonctionne aussi en EHPAD Nao. Autour de l'autisme. Et donc, elle a un projet qui permet de créer un spectacle de fin d'année pour des enfants autistes qui font manipuler Nao. Je n'ai pas le temps de vous expliquer tout ce que ça implique, mais surtout, ce qui est très chouette, c'est qu'un être humain, il est compliqué. Il peut faire des blagues sans sourire, il peut être triste mais rigoler. Du coup, pour quelqu'un qui est autiste, l'être humain, il est difficile à cerner. Si vous lui mettez un robot, c'est binaire, un robot, et du coup c'est beaucoup plus sécurisant. Un robot, il permet de faire des trucs qu'on ne peut pas faire. C'est ce que disait M. Fertier hier sur la question de l'accessibilité. Le numérique, il permet une accessibilité au savoir, une accessibilité à la culture, etc., que nous n'avions pas forcément dans la réalité avant. Donc c'est un truc très chouette. C'est tellement chouette que je vais vous donner une bonne nouvelle. Il y a une mission aujourd'hui qui travaille sur le virage du numérique et à qui on a donné
2 milliards d'euros. Alors moi, je me rends pas compte de combien ça fait parce que c'est à peu près comme ça que je suis payée pour chacune de mes conférences, mais du coup, je trouve ça un peu de l'argent de poche. Mais enfin, 2 milliards d'euros, voilà, c'est un gros budget alloué à la question du numérique, quoi. Bon, là, on a dit, c'est le sujet, le vieillissement, on s'en fout. De toute façon, on vieillira plus parce qu'il y a un truc qui s'appelle le transhumanisme, qui fait que grâce au numérique, demain, vous serez tous au chômage, puisqu'il y aura le transhumanisme. Et, par contre, le numérique, c'est vraiment le truc qui est absolument central. On a confié cette mission notamment à quelqu'un qui s'appelle Dominique Pont, peut-être vous connaissez, qui est directeur d'une clinique sur Toulouse et qui va gérer donc ce qu'il appelle la stratégie opérationnelle. Donc il y a des fiches qui redescendent donc à la fois pour la santé mais pour le médico-social aussi en fait. Donc on va vous expliquer comment créer de la continuité pour l'accompagnement de vos résidents, ce qui peut être chouette parce que ça va permettre de faire rencontrer le sanitaire et le social. Par exemple, on parlait hier de comment est-ce qu'on va permettre de passer du médical à l'accompagnement social. Il va y avoir tous ces éléments-là qui sont très chouettes. Et donc lui, il dit, voilà, il est parti du terrain, ce qui est super important. Il est allé consulter sur le terrain les gens en leur demandant quels sont vos besoins. Et en fonction de ces besoins, il a construit un outil et donc il fait redescendre aujourd'hui après des concertations pour aider à la construction notamment du dossier médical du patient numérisé et donc à la transmission de ces infos. Il est très très soucieux, Dominique Pont, de la dimension éthique de ce virage numérique, et il dit voilà, moi je veux pas qu'on soit sur du tout numérique, sur une surveillance accrue des populations. Je veux pas qu'on soit bouffé par les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Microsoft. Du coup, je veux qu'on ait un numérique à la française, et donc il œuvre à ça, quoi, le numérique à la française, et donc il théorise les usages du numérique, les bons usages du numérique, et il est très très vigilant à ça. Ça, c'est super important, c'est vraiment nécessaire, mais tout l'objet de mon propos, c'est de vous dire que ce n'est pas suffisant. Que le leurre, j'espère que je ne suis pas trop rapide dans mes chemins de pensée, le leurre, c'est de croire que le numérique ne serait que de la technique, que ce serait qu'un outil qui nous permet de faire mieux ce qu'on n'était pas capable de faire jusque-là. Et ce serait de ne pas voir ce que Michel Serres avait théorisé, qui est de dire, est-ce que Bernard Stiegler, le père de Barbara, du coup, avait lui aussi théorisé autour de la dimension technique, sur le fait que, en fait, le numérique, c'est pas simplement une révolution technique, c'est une révolution du signe. C'est une révolution fondamentale qui s'inscrit dans une histoire qui est l'histoire de l'homme, qui a commencé donc il y a 150 000, 350 000 ans, on ne sait pas trop, avec le langage. Première innovation technologique fabuleuse, le langage, c'est-à-dire la capacité de communiquer des choses symboliques. Première externalisation. Au passage, l'externalisation, on l'a vu hier, c'est de la dépendance. C'est-à-dire que le numérique, c'est devenir très dépendant. C'est tout externalisé dans un outil dont on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il va devenir. Donc c'est intéressant pour une société qui a peur de la dépendance quand même. Et donc du coup, externalisation, voilà, 150 000, 350 000 ans le langage, 3500 ans avant Jésus-Christ, du coup, l'écriture, 1450 après Jésus-Christ, là pour le coup, l'imprimerie, et 1990, le web. Ce que nous disent les théoriciens, c'est qu'il y a eu une co-évolution, voire même une hybridation. C'est-à-dire que l'être humain a changé en même temps que le langage, que l'écriture, notamment, alors j'ai pas le temps de développer, mais l'écriture, c'est ce qui permet par exemple de créer les premières sociétés. L'imprimerie, c'est ce qui va permettre le capitalisme, parce que si on peut pas imprimer à foison des billets, eh ben on peut pas développer l'économie comme aujourd'hui, quoi. Du coup, c'est des éléments fondamentaux de la structure du lien social. C'est pas simplement de la technique, c'est une question de lien social. Et ce que nous dit un philosophe actuel qui est Miguel Benasayac, dont je vous ai déjà parlé hier, c'est que le risque, c'est, alors là vous voyez pas bien, c'est la représentation, c'est qu'on est allé très très vite. Le langage, je vous ai dit, ça a pris 350 000 ans, en fait. L'écriture, 3500 ans, plus même. Et le web, 20 ans. On n'a pas du tout de recul par rapport au truc, en fait. Donc, on ne se rend pas toujours compte de ce que ça représente, de ce que ça induit pour l'être humain, ces changements fondamentaux. Michel Serres nous dit, les nouvelles technologies nous ont condamnés à devenir intelligents. Vous allez me dire, waouh, super, grâce aux nouvelles technologies, on est intelligent. Mais l'intelligence, c'est pas que du positif, il dit condamner. Et du coup, j'ai pas rebondi hier, par exemple, on parle aujourd'hui d'intelligence émotionnelle. Mais j'aime pas ce mot. Si vous avez déjà été amoureux ou amoureuse un jour dans votre vie,
L'amour, ça rend plutôt idiot, hein, quand même. Hein. On ne peut pas dire qu'il y a une intelligence des émotions. La colère dont on a parlé hier, la colère, ça rend pas bon. Enfin, les émotions, c'est tout l'opposé de l'intelligence. L'intelligence, c'est la rationalité. Michel Serres a dit, ça nous a condamnés à être intelligents. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à un moment donné, ça nous a fait oublier que nous étions corporels, des êtres de chair et d'os en fait, et on n'est plus que des esprits, des êtres super rationnels. On en a parlé hier, tous les contrats que vous faites signer aux gens, vous êtes pire que des agents immobiliers, hein, et du coup quand on signe autant de contrats, on peut se méfier de vous justement, hein, est-ce que vous allez bien prendre soin, parce que vous avez fait signer beaucoup de lignes. Du coup, Benassaya qui va dire, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'une machine donc thésaurise de l'information, tandis qu'un corps avec des limites produit un monde de sens. C'est vraiment, je pense, ce qui a été vachement perdu pendant la crise Covid, c'est la pensée en situation. C'est pas du tout la même chose de faire le congrès, je sais que vous n'êtes pas convaincus de ça, mais c'est pas la même chose de faire le congrès numérique à distance, tout ça, je sais que bon, ça vous a pas trop plu la journée d'hier, la soirée notamment, mais vous êtes forcés, mais on pense pas du tout dans les mêmes conditions. Peut-être vous connaissez tellement bien les congrès de la FNADEPA que vous avez organisé des soirées l'an dernier, hein, pour être dans le même état le vendredi matin et être en situation. Mais vous pensez pas du tout de la même façon quand vous êtes ici dans cet amphi que quand vous êtes chez vous en fait. On pense avec son corps, on pense en situation en fait, on perçoit des choses. C'est ce qu'on appelle dans le monde médical le sens de la clinique. C'est-à-dire ce qu'on perçoit de façon intuitive, mais je ne saurais pas trop le déterminer. Or, l'écran, il ne permet pas ça. Moi, ça a été ma plus grande frustration. Pourtant, je vous ai dit, voilà, ils sont bruyants, mais de ne pas les voir. De ne pas voir où est-ce qu'ils en étaient, ou d'en voir trop, parce que certains étaient au fond de leur lit et que je n'avais pas envie de voir ça. Enfin, mais penser en situation, on ne pense pas du tout de la même façon quand on est dans une salle de cours, quand on est dans une certaine disposition. Et d'ailleurs, moi, ça a été tout un travail. Vous savez que psychologiquement, c'était difficile. Il a fallu que je fasse un choix entre le ménage, la propreté de mon logement, et mon bien-être psychique de professionnel, parce que mon bureau est situé au dernier étage de ma maison, et donc je me balade en pantoufles chez moi pour des raisons de propreté. Donc je ne fais pas rentrer la saleté extérieure, mais faire cours en pantoufles, c'est psychologiquement très difficile en fait. Je me sentais pas tout à fait dans la même ambiance, parce qu'on est un corps en fait, et selon comment le corps est situé, on pense pas du tout de la même façon en fait. Et donc l'erreur du numérique, en tout cas la vigilance qu'il faut qu'on ait par rapport au numérique, c'est cette question de l'effacement du corps, comme si le corps n'existait plus. Et ça, je pense qu'en EHPAD, vous allez très très vite confronter à ça. En psychiatrie, ils le sont beaucoup. C'est la montée des décompensations ou des crises. Parce qu'en fait, en psychiatrie, on est face à un écran comme partout ailleurs. On a 15 minutes pour rencontrer un patient. Et donc, on ne voit plus le patient, on voit l'écran, quoi. On est derrière son écran. On est face à ce qu'on appelle un double numérique. On croit que l'écran vous dit tout du patient, vous dit mieux que le patient. D'ailleurs, il connaît plus de choses. Et du coup, vous passez complètement à côté du patient, quoi. Alors, regarde, on en est 14 minutes, il me reste. Je vous raconte juste une petite anecdote. Donc, moi, je suis suivie par une... Bravo, Olivier, c'est ça, du coup. Bonjour, Olivier. Merci d'être arrivé. Votre présence était fortement attendue. En toute discrétion. Voilà. Du coup, je vous raconte juste une petite anecdote. Donc, je suis suivie par une endocrino depuis 10 ans maintenant. On a une très très jolie relation qui s'est nouée suite à un problème de thyroïde. Et je la vois 2 fois par an, donc tous les 6 mois. Et tous les 6 mois, elle se rappelle de moi. Je suis trop contente. Elle est là, Madame Soust, comment vous allez? Tout ça, elle me pose plein de questions. Et puis, l'avant-dernière fois où je suis allée la voir, elle me reçoit. Elle est super speed. Bonjour Madame Machin, asseyez-vous là. Puis elle commence à me parler de plein de trucs. Alors, du coup, ce rendez-vous chez le cardiologue, comment ça s'est passé, tout ça, vos problèmes d'arythmie. Je dis, est-ce que j'avais rendez-vous chez le cardiologue, moi? Enfin, donc je sais plus, moi, déjà, si c'est moi, si je suis... Enfin, donc au début, je la crois, oui, peut-être, alors non. Enfin, puis au bout d'un moment, je dis, non, c'est pas moi, en fait. Hein, je crois que vous êtes trompé de... Quoi? Vous n'êtes pas Madame Cardozo? Non, je crois pas, je suis pas Madame Cardozo. Et là, elle me dit... Ben, vous êtes qui alors, quoi? Déception absolue, depuis 10 ans que je la connais, cette dame, je croyais qu'elle me connaissait par cœur. Chaque fois, elle me disait, alors vos antécédents et tout ça.
En fait, elle regarde son ordi à chaque fois, et donc elle regarde qui est le rendez-vous. Il y a eu un problème de manip au niveau du secrétariat, vous savez, à distance, qui a annulé mon rendez-vous et qui l'a remplacé par celui de Madame Cardozo. Du coup, elle croit qu'elle rencontre Madame Cardozo. En plus, elle me confie du coup des informations à caractère confidentiel sur cette dame. Vous voyez, en fait, elle me connaît pas, parce que l'écran, justement, fait écran. Elle croit que le double numérique suffit. Et le problème de ça, c'est qu'on passe à côté, voilà, d'infos qui vont être des infos vraiment essentielles. Parce que l'externalisation, c'est je fais confiance à la machine extérieure et je me rends pas compte qu'elle peut, déjà elle peut me tromper, puis elle peut ne pas me délivrer de bonnes informations. Pire encore, Miguel Benassayag nous dit, cette externalisation, elle est extrêmement dangereuse parce que elle écrase des compétences et elle écrase des fonctions cérébrales. Ils ont fait des tests, par exemple, sur des chauffeurs de taxi. Ils ont pris une cohorte à Londres, une cohorte à Paris. Donc, ce sont des villes très labyrinthiques par rapport à New York, par exemple, c'est plus facile. Et la cohorte de Londres n'avait pas de GPS. La cohorte de Paris avait des GPS et au bout de 2 ou 3 ans, ils ont fait des analyses des cerveaux. Donc là, un truc hyper scientifique, quoi, des coupes, des images IRM. Et ils se sont rendus compte que la cohorte de Paris avait vu sa partie spatiale, quoi, la partie du cerveau qui permet de se repérer dans l'espace, complètement écrasée, atrophiée, parce que j'ai externalisé cette fonction. C'est pas simplement la doubler dans la machine, c'est je l'externalise, donc je la confie à la machine, et donc c'est la machine qui du coup va me remplacer quelque part dans cette fonction-là. Donc je ne l'ai plus dans mon cerveau. Quand je veux la mobiliser, je ne l'ai plus. Par exemple, ce qu'on est en train de perdre tous, c'est la capacité à faire des liens, la capacité de déduction. Parce qu'en fait, on se casse plus la tête. C'était quoi la question ? Alors attends, ah oui, en fait c'était ça. Et donc on fait plus le chemin intellectuel qui permet de deviner un savoir en fait. Vous savez tous ces trucs dont on avait horreur. Enfin, le Colombo, ce qui était chouette, c'est qu'on savait déjà qu'il avait tué, donc en fait on pouvait dormir tranquille. Mais ce qui était tout l'intérêt de Colombo et qui ne sert plus à rien aujourd'hui, parce qu'on va regarder sur Wikipédia qui l'a tué, c'était justement cette capacité qu'il avait de déduction. Hercule Poirot, comment est-ce qu'il trouvait à partir d'un indice un truc qui était inexistant, quoi. Cette capacité à faire des liens. Or, la machine, elle est incapable de faire des liens. Elle thésaurise de l'information. Et donc, c'est ce qui fait que, par exemple, quand vous tapez, lion dans la savane, la machine, elle va vous proposer et des lions qui ne sont pas dans la savane, et des images de savane toute seule. Mais elle est incapable, en fait, de faire le lien entre les lions et la savane, quoi. Elle fait pas le lien, quoi. Du coup, la machine, elle n'a pas la capacité de repérer qu'est-ce que vous cherchiez dans la savane et le lion. Et surtout, il y a les algorithmes dont on a parlé, les petits nudges, quoi, qui vous induisent, que vous déléguez. Donc du coup, ils induisent un certain nombre de choses et qui vous conditionnent. Barbara Stiegler, ce qui l'a le plus agacé, par exemple, pendant la crise, c'est l'attestation qu'on remplissait chaque fois qu'on devait sortir. Elle dit ça, c'est le plus beau des nudges. Les nudges, c'est les petits coups de pouce qu'on vous donne en douce, dont vous vous rendez pas compte, et qui vous automatisent en fait. Le papier là, on a tous un rapport à la loi qui est différent. Moi, contrairement à ce que vous pouvez penser, j'ai un rapport très strict à la loi, quoi. Et du coup, oh là là, est-ce que c'est un motif impérieux ? Je sais pas. Est-ce que je vais avoir le droit de sortir ? On a le droit de sortir à combien ? Du coup, j'étais hyper disciplinée. Moi, je suis restée vachement chez moi. 1 kilomètre. Alors, j'étais là avec mon application. Est-ce qu'on est bien à 1 kilomètre ? Ah, on est à 1 kilomètre 100, vite, il faut rentrer. Ça, c'était des nudges, c'est-à-dire que ça a conditionné mon rapport au monde. Mais discrètement, en douceur, quoi, parce que je me rendais pas compte de combien en fait c'était des automatismes. Pour vous amener à réfléchir, les nudges, vous savez l'exemple rigolo qu'on prend, c'est à Amsterdam, ils ont amélioré de 30%, taux important, la propreté des toilettes d'Amsterdam des messieurs, en rajoutant une petite mouche au fond de l'urinoir. Parce que comme ça, c'est rigolo, le monsieur vise la mouche, du coup, comme la mouche est orientée à un endroit qui permet que ça en mette pas partout, ça a permis de réduire la question de la propreté. Si on vous dit, ne faites pas pipi partout, pensez à la propreté, ça marche pas. Si on vous dit, il y a une mouche, regarde, vise la mouche, c'est rigolo. Et on sait pas que, comme ça, on a augmenté la propreté. Ça, c'est un truc qui est chouette, c'est des nudges. Il y en a partout dans le numérique, en fait. Ça induit des trucs. Et donc, il faut se méfier de ça. Je ne dis pas qu'il faut pas de numérique. Là où il faut faire attention, et c'est on arrive, est-ce qu'on va être dans les temps ? Oui, il me reste 7 minutes.
On arrive à un mot technique ce matin, après la grande soirée. Quel épistémé? Alors ça, du coup, c'est un mot difficile. C'est un mot grec qui signifie savoir. En français, spécialement chez Michel Foucault, il désigne l'ensemble structuré des pratiques discursives d'une époque donnée, pratiques dont les relations caractérisent le champ théorique de cette époque, dont aussi le savoir qui le rend possible et conditionne. L'épistémé fonctionne comme un cadre a priori, mais qui serait historiquement situé. Bon, en clair, c'est le cadre dans lequel on va penser. C'est un cadre qui nous aide à penser, qui nous aide à nous représenter la société. Et ce que dit Miguel Benasayac, mais ce que disait aussi Bernard Stiegler, qui a beaucoup théorisé ça, et notamment il parlait de la ruche noétique pour théoriser ça. Il dit il faut être très très vigilant. Ok, le numérique écrase des compétences. Je suis d'accord avec Dominique Pont, on va y aller. Donc ça sert à rien d'être technophobe ou d'être technophile. Il ne faut pas aduler la technologie, il ne faut pas non plus la redouter de trop. On va y aller, on est déjà dedans. Par contre, il faut réfléchir à quelle technologie on veut demain. Ça, je suis toujours d'accord avec Dominique Pont, mais je ne suis pas d'accord sur le fait qu'on doit le penser de façon utilitaire. Je ne suis pas d'accord sur le fait qu'on doive partir de vos besoins. Mais comme je ne suis pas d'accord sur le fait qu'on doive partir de mes besoins ou des besoins de l'étudiant. Les besoins, ils sont fictifs. Vous savez qu'on peut en créer plein, en fait, des besoins qui servent à rien. On est une société extrêmement riche et qui est toujours très malheureuse parce qu'en fait, on nous crée des besoins infinis. Ce dont il faut partir, c'est de la question du sens. Quel humain voulons-nous être demain? C'est ça qui est super important. Ce qui est regrettable, c'est pas les caisses automatiques de supermarché. Moi, j'ai bossé pendant mes études en supermarché. Je peux vous dire que c'est un boulot extrêmement physique et puis extrêmement dur d'un point de vue humain, parce que les gens vous parlent pas, ils sont avec leur téléphone portable. Vous n'avez pas le droit de parler à la voisine de derrière parce que vous n'êtes pas assez à ce que vous faites. Donc, c'est un boulot dans lequel on vous demande d'être un robot. Le fait que ça, on l'ait automatisé, je trouve ça super important parce qu'en fait, je pense pas que les caissiers et caissières étaient extrêmement épanouis de leur boulot. Ce qui est terrible, c'est qu'on ait remplacé le travail du caissier et de la caissière par la caisse automatique. On aurait dû libérer l'homme de la machine, c'est-à-dire dire tu n'as plus à t'occuper de faire passer les articles, les packs d'eau qui sont super lourds, et du coup tu peux être au service de l'humain. Ça c'est chouette. On parlait des robots hier. Quels soignants voulons-nous pour demain? Moi, je ne suis pas sûre que j'ai envie de soignants qui se pètent le dos à 30 ans et qu'il y ait un robot pour venir aider à faire du lève-malade. Je trouve ça super chouette parce qu'on va pouvoir conserver nos soignants. Si par contre le robot, comme il peut lever la personne, on estime que du coup il n'y a plus besoin de soignants, c'est là que ça devient compliqué. Nao, elle le dit très bien, Sophie Saka, il ne fait rien du tout. Nao, si vous l'achetez pour la maison, vous ne pourrez pas travailler avec des gens autistes avec. Nao, il faut une compétence soignante pour pouvoir accompagner Nao. Le robot en lui-même, il ne fait rien. Du coup, la vraie question, c'est quel prendre soin? Et je trouve que le numérique, pour ça, il a raison, Michel Serres, nous rend intelligents parce que ça nous invite à nous demander, voilà, justement, c'est quoi l'essence de mon métier? J'ai fait un cours là, il y a 15 jours à Montpellier et je me retrouve dans le train avec des gens qui sont visiblement des gens de l'université, sciences de l'éducation, et qui se posent la question, finalement, on savait qu'on y arriverait, est-ce que le numérique, c'est pas si mal que ça quand même pour les étudiants, pour la fac? Il y avait des problèmes d'amphi, on pouvait pas tous les faire rentrer dans les amphis. Donc, est-ce qu'on peut pas obtenir avec le numérique la même chose qu'avec un enseignant en présentiel? Ils se posent cette question, mais comme ils veulent pas finalement aller trop à l'encontre des discours des enseignants, ils disent on va faire une recherche. Donc, pendant 1 ou 2 ans, on va évaluer est-ce que le numérique permet effectivement de faire le même taf que le non numérique, que l'enseignant de chair et d'os. Mais la question, c'est sur quels critères on va évaluer ça, en fait? Si c'est sur un critère d'évaluation, sincèrement, je pense que, en termes d'évaluation, on transmet la même chose à distance que en présentiel. Si mon objectif est à court terme de permettre que les étudiants répondent à l'éval, oui, on doit pouvoir faire la même chose. Je ne pense pas que ce soit le cœur de mon métier. En tant qu'enseignante, je pense que le cœur de mon métier, c'est d'accompagner les étudiants, c'est de transmettre quelque chose dans ma posture, et peut-être d'accepter que les étudiants ne le prennent pas tout de suite, et que dans 10 ans,
ça fasse un truc, quoi, que dans 10 ans, ça ait germé chez eux. Chez les soignants, c'est un peu la même chose, en fait. C'est quel EHPAD pour demain. Vous parlez sans arrêt de ça, l'EHPAD de demain, l'EHPAD de machin. Mais c'est pas tant l'EHPAD dans les murs, c'est quel est le sens de l'EHPAD de demain. C'est ça qu'il faut vraiment réfléchir. C'est comment la technique doit nous libérer. Ça, c'est un truc important. Quels sont les trucs qu'elle peut écraser sans aucun souci. Je m'en fous que ça écrase ça, parce que ça, c'était dévalorisant. Et quand je vous disais, quand on en parlait hier, les robots, certains résidents sont pour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils se sentent tellement mal accompagnés parfois qu'ils préfèrent être pris en charge par des robots. Parce que finalement, un robot qui vous traite de façon automatique, c'est pas grave, on n'en attend rien de plus. Un être humain, c'est quelqu'un qui aurait pu me considérer, qui aurait pu me prendre en charge humainement et qui a fait le choix de me traiter comme si j'étais un objet. C'est tellement humiliant et ça me renvoie à des choses tellement violentes que je préfère le robot parce qu'au moins j'en attendrai rien. La question c'est pas, du coup les robots c'est chouette, c'est est-ce que ça veut dire qu'on en est arrivé là, on est une société qui en est arrivée à considérer que des vies ne valent finalement pas la peine d'être vécues et que c'est tellement dégradant. Vous savez, chez les infirmiers, c'est ça. Quand on leur demande « tu voudrais faire quoi ?» et ils disent « je sais pas, moi je voudrais être infirmier ou infirmière de bloc opératoire ». On leur dit « waouh, comme dans Grey's Anatomy, c'est trop cool, tu vas découper des chairs ». Alors c'est pas eux, dans Grey's Anatomy, on les voit pas du tout, les infirmiers, les infirmières, on s'en fout complet. Ce qui est intéressant, c'est le médecin. Et quand ils disent par contre « je voudrais être infirmier ou infirmière en EHPAD », ouais, il en faut. On cherche, vous savez, le truc. T'as bien du courage. Ou je pourrais pas faire ce que tu fais. Mais qu'est-ce que c'est dévalorisant pour les gens dont on s'occupe? Ça veut dire que c'est un métier horrible, quoi. C'est un métier qui est vraiment super dévalorisant, quoi. Alors on les a applaudis, pas trop longtemps non plus, faut pas déconner, mais quand même, il y a eu un mois où on a rendu hommage à ces métiers dévalorisants. Il y avait aussi ceux qui, c'est pas anodin, il y avait aussi ce qu'on appelle les reapers, pour ne pas dire les éboueurs. Donc c'était le même niveau à peu près. Il y avait ceux qui faisaient les caisses automatiques, ceux qui, vous voyez, c'était à ce niveau-là aussi de reconnaissance. Merci de vous occuper des déchets que nous produisons aujourd'hui. Donc il y avait les sacs poubelles, les vieux et toute la consommation. Ça, c'est vraiment, c'est un signe sur lequel il faut qu'on se penche. Qu'est-ce que c'est que le prendre soin de demain ? Et aussi, qu'est-ce que ça produit ? Et ce qui est très important, c'est de voir que l'humain, on va en parler, vraiment l'émotion, emo-were, ça qui nous met en mouvement. Les Américains, par exemple, ils ont créé un truc qui s'appelle Big Dog. Donc c'est un chien qui est fait pour porter le bagage du militaire, quoi. Donc le militaire, il va en zone de guerre, il peut tuer des gens, et il a un chien, en robot. C'est un truc moche, qui ressemble à un robot, et donc avec des pattes en fer, etc. Et Big Dog, en fait, il y a des militaires qui sont prêts à sauter sur des mines pour sauver leurs chiens artificiels, parce qu'ils se sont créés un affect avec le truc qui les accompagne. Ce qu'il faut voir, c'est que la technologie, elle n'est pas neutre, en fait. On croit que c'est qu'un objet, on croit qu'il y a une espèce de fascination, on s'attache même aux objets, quoi. Du coup, c'est vraiment la réflexion à avoir. Le numérique, c'est super important, mais à condition qu'on fasse les bons choix. Pas simplement des choix utilitaires, des vrais choix éthiques, c'est-à-dire quel humain on veut pour demain. Et là, je sens ma montre qui vibre, donc pardon, là je repars en arrière, donc c'est j'arrive à ma conclusion du coup pour terminer. Ce que dit Michel Puech, qui est un théoricien justement de la technologie, dit ça: le véritable retour à la nature doit être un retour à la conscience, à la nature humaine en fait, c'est-à-dire au projet d'une construction de l'humain à partir de ce qu'il y a de meilleur en ses potentiels. Nous ne sommes déshumanisés ni par la société, ni par le progrès, ni par les artefacts, mais par le projet, qui en fait est une absence de projet, par lequel nous laissons se développer la société, le progrès, les artefacts. Je terminerai sur une anecdote. Je commence à avoir Alzheimer, je ne sais plus s'il l'avait raconté l'an dernier, mais que vous garderez en mémoire, j'en suis persuadée. Les étudiants ne retiennent que ça me désespère des fois, mais ne retiennent que ça de mes cours. C'est ne soyez pas Scheim. Vraiment, c'est super important. Scheim, vous connaissez cette chanteuse d'heavy metal. Et Scheim, chanteuse d'heavy metal, en 2015, elle se dit: comme je suis une chanteuse d'heavy metal, je vais me jeter dans la foule.
Et donc elle est sur scène à hauteur comme moi, et on voit sur les images, elle se dit je vais me jeter dans la foule, et c'est vraiment cette leçon qui est importante, elle se le dit et elle le fait en même temps, elle a le nez dans le guidon, elle prend pas le temps de la réflexion, et donc elle prend son élan, elle se jette dans la foule, et elle a une confiance, c'est une très belle leçon, elle a une vraie confiance dans son public, celle que vous devriez avoir dans vos équipes, hein, pas de contrôle, elle a une confiance absolue, donc elle se jette, elle y croit dur comme fer, et elle y va de bon cœur, et là, tel Moïse avec la mer, la foule s'écarte, et elle s'écrase comme une crêpe, lamentablement, donc on la remonte sur scène, elle dit oui, tout va bien, hein, mais on voit bien que tout va pas trop bien. Quelle est la leçon fondamentale? Ne soyez pas Scheim. Si elle avait pris le temps de la réflexion, je vais me jeter dans la foule. Qui est cette foule? C'est des petites jeunes filles de 14 ans. Est-ce qu'elles ont compris qu'elles venaient à un concert d'heavy metal? Pas trop visiblement. Peut-être je vais l'annoncer, etc. C'est le point qui est super important qu'on doit utiliser pour les technologies. Prenez le temps de la réflexion. Perdre du temps, c'est cette notion qui est une notion de philosophe. Apprenez à perdre du temps pour gagner du temps. C'est-à-dire que le temps qu'on perd à la réflexion, on le retrouve plus tard, en fait. Les nudges, ils sont censés vous faciliter la tâche, mais ils vous emprisonnent. Le temps de la réflexion, il est fondamental. Je ne suis donc pas technophobe, mais je pense qu'il faut la réfléchir, cette technologie, au nom de l'humain. Quel humain voulons-nous pour demain? Je vous remercie de ce courage absolu dont vous avez fait preuve. Ouais, le public est chaud, je pense que vous pouvez nous faire un petit Scheim. J'hésite. Est-ce que vous avez des questions maintenant? Alors moi j'en ai une, mais vraiment très terre à terre. C'est finalement le numérique a été quand même d'un recours pour créer un lien avec la famille pendant le confinement. Est-ce que ça change quelque chose dans les rapports, et alors peut-être vous l'avez vécu, j'imagine, comment les personnes âgées, parfois avec des déficiences cognitives, se sont appropriées ces FaceTime avec la famille. Ah bah, je vois un monsieur qui lève la main. C'est pour répondre? C'est peut-être pour poser une question plus intéressante, mais non, je pense qu'on a fait, voilà, dans la crise en fait, on peut pas, par contre, nous reprocher d'avoir fait Scheim en situation de crise, c'est-à-dire que, voilà, on est comme les animaux un peu. Hein, vous avez les phares de la voiture qui arrivent, bon, bah, vous avez 30 secondes pour prendre la décision. Donc, en moment de crise, c'est ce qui a été dit hier. Hein, je pense que vous avez fait au mieux avec ce qui était possible, avec des informations complètement contradictoires, voilà, on s'est adapté. Mais du coup, je pense que vos résidents se sont adaptés aussi. Mais s'adapter, ça ne veut pas dire, et c'est vraiment le cœur de l'ouvrage de Barbara Stiegler, hein, il faut s'adapter. S'adapter, ça ne veut pas dire qu'on y est épanoui, en fait. C'est-à-dire qu'on a fait bon gré, mal gré. Je pense que la soirée d'hier est un très, très beau témoignage de ce besoin, du lien social, de ce besoin. Ça faisait du bien de danser. Je pense que le projet qu'on a vu hier, qui a été récompensé de Millau, là, hein, sur ce spectacle, c'était à bas. C'est la preuve que ça compte peut-être plus que le numérique. Ils ont fait avec, parce qu'il n'y avait pas d'autres possibilités, mais ça ne veut pas dire que si on leur donne le choix aujourd'hui entre un spectacle de danse et le numérique, ils vont prendre le numérique. C'est un outil, voilà. Oui, question au fond. Du coup, il y avait une question, non? Oui, merci. Vous avez parlé beaucoup du sens, de la quête de sens, et au niveau de la description de l'être humain, vous avez évoqué d'un côté le corps, les émotions, l'intellect. Mais finalement, si on prend l'exemple de responsables politiques quand ils prennent des décisions notamment, je ne sais pas, par exemple, comme ça, je ne sais pas pourquoi je parle de ça comme exemple, mais l'abandon de projet de loi grand âge et autonomie,
sur quoi ils s'appuient? Sur leur corps, sur l'intellect, sur les émotions? Et donc, par rapport à cette quête de sens, finalement, selon vous, sur quoi il faut s'appuyer? Comment ça fonctionne? Sur quoi on s'appuie? Alors du coup, je suis pas dans la tête des politiques. Je sais pas si je pourrais bien y être, mais je pense qu'il y a vraiment cette question de la rationalisation que dénonce Edgar Morin. Il fait la différence entre rationalisation et rationalité. C'est-à-dire la rationalisation, c'est la pensée que tout peut être rationalisé. Du coup, c'est des statistiques qui sont faites, c'est des questions de budget, c'est des questions. Puis après, il y a des questions de priorisation. En fait, je pense qu'il y a vraiment tout un travail, mais que vous faites là à travers ces journées-là, de revalorisation du vieillissement. C'est inintéressant au possible, le vieillissement, mais pas que le vieillissement, la psychiatrie. Je suis très très inquiète, moi, pour l'évolution de la santé mentale. Quand on voit l'état des hôpitaux psychiatriques et le nombre de lits en moins, enfin, cette rationalisation, j'ai vu passer un article là ce matin sur la pédiatrie, par exemple, parce qu'on parle des vieux, mais la pédiatrie va voir aussi des budgets supprimés, parce qu'il y a des calculs au prorata. Plus vous êtes vieux, alors c'est une bonne nouvelle, plus vous êtes vieux, plus on comptera le budget santé plus grand, donc il y aura des remboursements, des taux plus importants. Et plus vous êtes jeune, moins ce sera pris en charge. C'est complètement absurde. On peut être jeune et très malade. Il y a des enfants qui ont des leucémies, et on peut être vieux, heureusement, en bonne santé. Ça, c'est la rationalisation. C'est je trouve cet enseignement philosophique hautement important de Josette dans le Père Noël est une ordure. Ça dépend, ça dépasse, en fait. C'est-à-dire qu'il faut faire rentrer les gens dans des cases dans lesquelles ils rentrent pas du tout. Mais on se dit, comme on n'a pas le choix, on les fait quand même rentrer. Et on dit, regardez, ça marche, quoi. Enfin, ça marche bien. C'est la rationalisation. Et je dis pas qu'il faut. Enfin, je pense qu'il y a un mouvement. Alors c'est Dominique Méda sur le travail qui dit ça. Elle dit qu'il y a un mouvement, quand même, une aspiration au retour au corps, justement, à la corporité, à la production. Le problème, c'est l'excès. C'est aussi un philosophe qui s'appelle Ivan Illich qui dit le problème de l'humain, c'est toutes ces institutions, quand elles sont poussées à l'extrême, elles font l'inverse de ce pourquoi elles ont été conçues. L'hôpital, ça marche bien au début, mais quand il est poussé à devenir une entreprise rentable, à devoir faire, il finit par rendre les gens plus malades que, du coup, il les soigne. Les transports en commun, c'est super chouette, mais quand on en a quand on en a une ribambelle, quand on en a trop, ça finit par créer des bouchons là où c'était fait pour, à un moment donné, au contraire désengorger les centres-villes, etc. Et donc toute la réflexion, c'est une question de mesure, quoi. Donc la corporité, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais je pense à Corinne Pelluchon, qui est une philosophe actuelle et qui dit c'est important de revenir à l'humilité de l'être humain, quoi. Elle, vous savez, elle est beaucoup pour la notion de place égale entre l'homme et l'animal, quoi. C'est redescendre en soi et le retour à la terre, quoi. L'humus, se reconnecter. Il ne faut pas nier l'esprit, mais il ne faut pas nier le corps. C'est vraiment ce fragile équilibre entre corps et esprit. Je sais pas si... De façon plus terre à terre, pour la loi autonomie-dépendance, je crains effectivement que la décision ne soit prise de Bercy, avec un tableau XL, on n'a pas les sous, basta. Je pense oui, ça c'est une question de rationalisation. Il y a des tableaux en fait, et du coup, mais il y a quand même une question de priorisation, parce que c'est pas qu'une question, c'est aussi une question de quels sont les budgets, à quoi on veut les allouer. Parce qu'on voit bien par exemple sur le numérique, il y a quand même des budgets alloués, donc il y a quand même de l'argent pour la numérisation de la santé. Donc c'est aussi une question. On n'a pas les sous de façon absolue. Mais je pense qu'il y a une question de l'humilité, c'est pour ça que de Corinne Pelluchon me plaît bien. Dominique Pont, c'est aussi, je l'avais mis dans le créateur d'Eternatis ou un truc comme ça. Enfin, c'est un projet qui vise à laisser une trace de nous éternelle dans la toile numérique. Un truc qui se veut éthique parce que n'importe qui peut laisser une trace. Alors, ce sera quand même filtré, ce sera quand même évalué. Est-ce que c'est éthique ce que vous voulez laisser, etc. Il dit c'est à peu près similaire aux peintures rupestres de la préhistoire. Mais du coup, déjà, les peintures rupestres, il n'y avait pas un éthicien pour dire non, cette peinture rupestre n'est pas éthique, on ne la garde pas. Et deuxièmement, je trouve qu'on manque de modestie. On pense que le numérique est la fin de tout, quoi, et que dans 150 ans, il y aura encore le numérique. Et j'en sais rien, en fait. C'est-à-dire que peut-être que dans 10 ans, en fait, il y aura une révolution qui fait que tout ce qu'on a mis sur la toile pour l'éternité aura été rasé de la planète entière, quoi. Oui, on a envoyé de la musique des Beatles dans l'espace, mais on ne sait pas si les Martiens ont un manche-disque. Ça, on ne sait pas.
Donc, petite pause café sur les stands et puis on se retrouve dans une demi-heure. Juste un dernier mot avant. Je voulais tous vous... Alors déjà, je remercie évidemment fortement la FNADEPA pour sa double invitation. Du coup, vraiment, merci beaucoup. C'était très très chouette. J'ai vraiment passé une journée et demie excellente en votre compagnie. Merci beaucoup à vous tous pour votre bienveillance. J'ai passé 18 mois enfermée chez moi où on me disait que je ne suis pas un métier essentiel quand même. Hein. Nous, les philosophes, on nous a déconfinés bien après les EHPAD. Du coup, tous les retours que vous avez faits étaient très chouettes. C'est un rappel que mon métier a quand même du sens parce que par moments, j'en ai douté. Donc ça a été vraiment très très chouette de passer tout ce temps-là avec vous. La convivialité, ça a fait tellement de bien. Voilà ce temps hier soir. Et merci aux autres intervenants qui m'ont énormément enrichi. C'est aussi ça qui est un vrai plaisir de ces congrès-là. C'est la rencontre. Donc vraiment un grand merci à tous. C'était vraiment très très plaisant, pas forcément les mots pour le dire, mais j'ai été très touchée de cet accueil et j'en repars avec vraiment plein de bons souvenirs. C'était une très très belle expérience professionnelle. Merci.